Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. L'écrivain Milan Kundera, dans son roman best-seller L'insoutenable légèreté de l'être, nous dit « Il suffit d'aimer à la folie et d'entendre gargouiller ses intestins pour que l'unité de l'âme et du corps, illusion lyrique de l'ère scientifique, se dissipe aussitôt. » Entendre gargouiller ses intestins. Nous sommes ce que nos microbes intestinaux font avec ce que nous mangeons. Ces 100 000 milliards de microbes qui peuplent nos intestins jouent en effet un rôle important lors de la digestion ainsi que pour le système immunitaire, au point que l'on dit souvent que l'intestin est notre deuxième cerveau. Quel est le rôle de l'intestin ? Quel lien y a-t-il entre les maladies et le microbiote intestinal ? Qu'est-ce que le microbiote ? Comment rester en bonne santé ? L'intestin a un pouvoir. Quel est donc ce pouvoir ? Joël Doré, bonjour, vous êtes un aventurier du microbiote. On vous appelle aussi le porte-parole des microbes intestinaux. Chercheur en écologie microbienne intestinale à l'Institut Michaelis au sein de l'université Paris-Saclay AgroParisTech. Vous êtes également directeur scientifique du Centre d'excellence en analyse du microbiome Métagénopolis. Vous avez contribué à découvrir les liens entre le microbiote intestinal, l'ensemble des micro-organismes vivant dans le tube digestif, et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Ces découvertes, vous les valorisez dans des applications diagnostiques et thérapeutiques à travers des startups notamment. Vous venez nous parler du fabuleux pouvoir de l'intestin, de la bienveillance des microbes, du lien entre l'intestin et le cerveau, des moyens pour faire du microbiote intestinal le meilleur ami de notre santé et de notre vitalité au quotidien, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Joël. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Merci Marc de cette présentation. J'ai contribué à découvrir les liens entre microbiote et santé et en tout cas ça a été pour moi une expérience de maintenant bientôt 40 ans en fait de travaux de recherche sur le microbiote intestinal qui a été assez fascinante avec un domaine qui a évolué énormément pendant cette période. Alors comment j'occupe mon temps ? J'ai envie de dire j'agis pour moi un peu, pour les autres beaucoup, et je pense que j'ai beaucoup de chance en fait d'exercer un métier qui conduit à tenter de construire, d'apporter, de transmettre de la connaissance et des savoirs. Et c'est un chemin permanent, quoi. Comme le domaine évolue, la connaissance du domaine évolue, et donc on a envie de communiquer sur cet aspect-là auprès de la société, tout en faisant au quotidien la construction de l'expérimentation qui permet d'améliorer la connaissance. Et puis on a aussi envie de faire passer ce savoir auprès des acteurs en fait qui sont des acteurs clés dans le domaine. Donc moi c'est plutôt ce qui va permettre aux nutritionnistes ou aux médecins généralistes ou aux cliniciens à l'hôpital de pouvoir mieux servir les besoins de la société, et c'est aussi un côté assez fascinant du métier en fait. Merci beaucoup Joël. Alors, nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Pour vous, quel est le principal défi et obstacle ? Il peut être mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré. Et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? En fait, au cours de mon parcours professionnel, j'ai pas vraiment perçu d'obstacles réels en fait. J'ai beaucoup changé de métier, c'est-à-dire qu'on imagine le chercheur avec sa blouse et ses pipettes et ses boîtes de pétri pour les microbiologistes, et en fait ça commence la carrière comme ça, et puis ça évolue beaucoup et on finit par se retrouver en situation plutôt d'encadrement, de collègues, de construction, de conception de la recherche, et c'est un métier très différent. Et puis encore en avançant dans le parcours, on se retrouve en situation d'interagir avec des décideurs ou d'essayer d'influencer un petit peu le domaine qui est celui qui va financer la recherche, par exemple. Et donc, je travaille avec des instances au niveau européen qui essayent d'imaginer quel va être le futur du domaine. Donc, c'est des changements de métier permanents. Donc, à chaque changement de métier, forcément, c'est un petit peu un défi quand même. Mais en soi, ça n'a pas été pour moi
des défis majeurs. Je pense que je peux citer deux domaines quand même qui sont des domaines de défis un petit peu. Il y en a un qui est plutôt presque personnel ou sociétal, qui se présente aujourd'hui pour moi, c'est celui de la nécessaire adaptation à un monde qui va devenir de plus en plus difficile, en fait, avec les impacts notamment du bouleversement climatique. Alors, c'est d'actualité. C'est pas mon domaine d'expertise et moi je suis un citoyen lambda en la matière en fait, hein. Donc du coup, la façon de le résoudre est pas simple. J'essaye de lire, de comprendre. Je me dis parfois qu'il y a une certaine urgence et qu'il faudrait y consacrer plus d'énergie que ce que l'on fait, peut-être même au niveau sociétal. Et c'est un défi du moment. Euh, pour lequel j'ai pas encore vraiment trouvé le moyen de transformer ça à mon avantage, j'ai envie de dire. Je fais beaucoup à mon échelle, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est ça, c'est que je sais qu'il y a des clés qu'à titre personnel, on peut actionner pour faire mieux, et je les actionne. Et puis sinon, j'ai quand même au niveau professionnel, un défi, alors il n'est pas focalisé sur un aspect, même si je vais peut-être quand même le focaliser sur un aspect pour faire comprendre, mais c'est le fait que on a, avec ses propres connaissances et ses propres acquis, des visions de comment les choses pourraient aller mieux. Et on aimerait toujours que les choses aillent mieux plus vite. Et c'est un petit peu le cas pour le climat, comme on l'évoquait. Mais pour moi, c'est le cas dans des domaines de la médecine où la médecine est en ce qu'on appelle un passe thérapeutique. C'est-à-dire il y a plus rien. Et donc, c'est des domaines où le médecin est contraint de dire au malade, ben voilà, votre espérance de vie, elle est de 3 ans en moyenne, et donc, je suis désolé, mais on a fait tout ce qu'on a pu, et la médecine ne peut plus rien vous apporter. Et dans ce contexte-là, comme moi, je suis dans un domaine où j'a- j'a- j'apporte la recommandation de voir l'humain comme un être microbien, et que c'est un petit peu nouveau quand même dans la façon dont les gens travaillent et les métiers doivent s'exprimer en nutrition et en médecine, ben, je suis parfois un peu frustré. Frustré par le fait que des sociétés savantes ou des médecins eux-mêmes ne sont pas manifestement prêts à concevoir que l'humain est microbien et que ça pourrait peut-être aider, peut-être, sans nécessairement avoir de grandes certitudes, et donc pas disposés à lancer l'expérimentation empirique, en fait, hein, qui permettrait de tester le fait que jouer sur le microbiote, dans certains cas où on ne sait plus quoi faire aujourd'hui par la médecine, on pourrait peut-être marquer un petit peu de points en termes d'espérance, en fait. Et donc voilà, et comment je le résous? Bah, j'essaye de travailler en multidisciplinarité, en fait, hein, et des choses un petit peu nouvelles pour moi se sont présentées quand on a lancé l'aventure Métagénopolis, avec le fait qu'on a commencé à travailler avec des éthiciens, des gens de la bioéthique. Et donc, c'est un des leviers que j'essaie d'actionner le mieux possible pour essayer de voir comment il faut agir dans ce contexte où on voit comment on aimerait voir les choses évoluer, où on aimerait emmener le monde, et c'est compliqué. Alors, l'humain est microbien, vous venez de le dire, et Mm. pourtant vous rencontrez des frustrations liées au fait que ce serait contesté. Donc, les 100 000 milliards de microbes qu'on a dans le système, enfin, dans les intestins, un peu partout dans le corps, ça, c'est pas encore quelque chose de... Alors, leur présence, leur existence, on va dire, c'est un acquis. Ce qui n'est pas complètement acquis, c'est le fait que on n'est pas simplement porteur de 100 000 milliards de microbes, autant qu'on a de cellules humaines dans le corps humain, mais on est en interaction permanente. Et ça se construit à partir du moment même de la naissance, et on devient microbien, et on interagit avec ces microbes qui sont sur la peau et qui sont au niveau de toutes les muqueuses de l'organisme, mais d'une certaine façon, à notre bénéfice. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut le voir comme nous, pour le corps humain, un ensemble d'écosystèmes avec des micro-organismes un peu partout. Et puis pour l'aspect relation, une symbiose au sens où on a ces deux entités qui interagissent avec des bénéfices mutuels. Nous, on peut dire, pour faire simple, qu'on apporte le gîte et le couvert à nos microbes, et que eux, en retour, nous apportent énormément de fonctions qui sont des fonctions protectrices. Par exemple, ils empêchent la prolifération de bactéries de l'environnement. Donc, quand l'image que je donne souvent, c'est quand on mange un yaourt, c'est 10 milliards de bactéries, ou un morceau de fromage, c'est des bactéries, des champignons, des levures, enfin tout un tas de choses. Et finalement, nos microbes intestinaux vont laisser passer
mais ne pas permettre l'implantation de ces bactéries de l'environnement. La plupart du temps, c'est plutôt bien pour nous. Donc, ils sont installés. Ils exercent aussi des fonctions d'accompagnement de la digestion. Ils nous fournissent certaines vitamines. Ils vont nous aider à digérer les fibres de l'alimentation. Ils vont également interagir avec nos défenses naturelles pour les maintenir vigilantes en permanence et puis agir avec tous les organes, y compris les organes distaux comme le foie, comme le cœur, comme le cerveau. Donc, est-ce qu'on peut en synthèse dire que les trois fonctions du microbiote, c'est enfin qu'il y en a trois grandes. Un, la digestion des aliments. Deux, les effets barrières dont vous avez parlé. Mhm. Et trois, le développement du système immunitaire. Alors, c'est trois grandes fonctions et je pense que par extension, on peut ajouter le fait qu'il y a des interactions avec tous les organes du corps humain finalement qui vont euh, conditionner leur bon fonctionnement. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que c'est le deuxième cerveau, justement, parce qu'il joue un rôle d'interaction Alors, il y a une raison de nombre de neurones, en fait, pour laquelle on dit que l'intestin est le deuxième cerveau, c'est-à-dire que c'est effectivement le deuxième organe qui héberge des neurones dans le corps humain, après le cerveau. On a autant de neurones autour de la paroi intestinale qu'il y a de neurones dans le cerveau d'un chat, par exemple, par analogie. Donc, c'est un peu pour ça. Euh, la question de rôle telle qu'on a envie de la poser, elle pousse à donner une vue un peu finaliste en fait. Et j'ai envie de dire qu'on peut se placer dans une vision de l'évolution. La complexification des organismes sur la planète, en fait, hein, a conduit à l'invention de mécanismes assez divers pour récupérer l'énergie et pour assurer la vie. Et le tube digestif, là où sont les microbes sur lesquels moi je travaille, c'est avant tout un héritage de cette évolution, avec un mécanisme très très efficace pour récupérer l'énergie évidemment, mais les microbes étaient là bien avant les organismes supérieurs sur la planète, et donc ils ont su, eux, s'adapter à coloniser un petit peu tous les espaces et pour le corps humain, tout ce qui est relié à l'extérieur, quoi. Donc c'est la peau, et puis comme je le disais, les muqueuses diverses et variées, dont bien sûr le tube digestif. On en a aussi dans la sphère orale, dans la bouche, dans le nez, dans les poumons, et au niveau des organes génitaux et urinaires, en fait, hein. Et donc tout ce qui est un petit peu connecté à l'extérieur va être microbien, et les interactions, elles se font à tous ces niveaux-là. Comment est-ce qu'on sait que notre flore intestinale va bien? Et à l'inverse, quels sont les signes qui montrent que notre intestin, notre flore intestinale va mal? Avant même que on puisse aller regarder en détail et dire bah, tel paramètre du microbiote intestinal se dérègle, ce que nous on mesure, par exemple pour faire simple, la richesse, ce que j'appelle la richesse en gènes ou en espèces du microbiote intestinal est un paramètre qui nous semble vraiment important aujourd'hui, et une perte de richesse est un symptôme d'un dérèglement, on va dire, quoi. Mais avant même qu'on puisse observer ça, on va avoir une symptomatologie qui va s'exprimer pour nous et pour le médecin s'il y a lieu, sous la forme d'une altération du transit intestinal, par exemple. Donc, du coup, on a un transit chaotique, on a de la diarrhée, on a de la constipation, des choses comme ça. On a à l'extrême, on a des douleurs abdominales, des ballonnements, des choses comme ça. Tout ça, c'est les signes que les choses vont un petit peu moins bien, et ça va rejaillir ou avoir des contre-coups sur tout un tas de choses dans le corps humain, en fait, hein. On sait que les dérèglements du microbiote intestinal sont très souvent associés au développement de grandes pathologies de société moderne, en fait, hein. Ce qu'on a vu évoluer en termes d'incidence depuis des décennies maintenant, en plusieurs générations, souvent sont associés à des dérèglements du microbiote intestinal. Dans quelle mesure le microbiote peut-il influer sur notre bonne ou mauvaise humeur? Alors ben là, c'est un domaine de la science qui vraiment, j'ai envie de dire, explose en termes de construction de connaissances depuis une dizaine d'années. C'est le domaine de l'axe intestin-cerveau. Donc on savait très très bien depuis très longtemps qu'il y a une relation et des signaux qui vont du cerveau vers l'intestin. Et c'est notamment ce que l'on connaît à travers le stress de l'examen, j'ai envie de dire, où on a des manifestations de transit et une diarrhée, par exemple, associée à un stress émotionnel et lié à un examen ou une épreuve. On sait aujourd'hui que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une signalisation de l'intestin
vers le cerveau, qu'elle passe par plusieurs moyens de communication, pas seulement la communication par la voie nerveuse, par les neurones et les nerfs, et notamment elle passe par la voie sanguine à travers trois sources de petites molécules qui sont actives dans le cerveau ou des précurseurs. C'est des petites molécules que directement les microbes intestinaux produisent. Ils produisent notamment des précurseurs de neuromédiateurs. Et puis c'est aussi des molécules qui sont bénéfiques pour le fonctionnement des cellules en général. Les microbes intestinaux produisent certaines petites molécules qui sont des sources d'énergie pour les cellules du cœur ou les cellules du cerveau. Et puis, c'est des petites molécules qui vont agir à travers le fait qu'elles vont stimuler de l'inflammation. Donc, c'est plutôt le côté négatif. Il y a des molécules qui sont produites par nos défenses naturelles au niveau intestinal, comme le tube digestif, c'est une monocouche de cellules humaines qui sépare le contenu de l'intestin et la voie sanguine. On imagine bien que le corps est vigilant par rapport à ça. Et donc, à cet endroit-là, il y a beaucoup de cellules de l'immunité qui produisent des petites molécules qui peuvent être actives, y compris dans le cerveau. Et quand on a une réaction inflammatoire au niveau intestinal, maintenant, ce que l'on voit, c'est que ça peut s'exprimer par de la micro-inflammation dans le cerveau qui va jouer sur nos sensations, notre humeur et potentiellement même aller jusqu'à rendre un peu défaillant nos systèmes de communication entre les neurones dans le cerveau. Et puis la troisième modalité, c'est des cellules spécialisées de la paroi intestinale qui, elles, produisent des petits peptides qui sont actifs dans le cerveau. Alors ça va réguler par exemple la satiété, la sensation de faim, mais ça va aussi réguler l'humeur à travers la sérotonine, par exemple, qui est produite beaucoup au niveau de l'intestin. Merci beaucoup, Joël. Alors, il y a une personne qui s'appelle Julia Enders qui a écrit le fameux livre Le charme discret de l'intestin. Et elle vous fait écho en disant surpoids, dépression, diabète, maladie de peau, tout se joue dans l'intestin. Mhm. Dire ça, c'est Alors, une bonne punchline. oui, c'est une bonne punchline, c'est excellent. Je pense que on a cette vision du coup de la symbiose comme l'élément clé. On a documenté dans plein de maladies chroniques le fait que le microbiote était altéré en simplement analysant le microbiote avec des outils assez sophistiqués. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit, et c'est pas une prise de conscience qui est très très ancienne encore aujourd'hui, hein, c'est dans les 10 dernières années, que finalement, c'est pas seulement le microbiote qui se dérègle. On est microbien, on est écosystème, mais surtout on est symbiose, et c'est vraiment les deux qui se dérèglent en même temps. Et au niveau de l'humain, du volet humain de la symbiose, ce qui se dérègle, c'est par exemple la perméabilité intestinale. Et notre monocouche de cellules, elle a besoin d'être assez imperméable en fait. On ne peut pas imaginer qu'elle laisse passer trop de cellules, voire des bactéries, dans la voie sanguine. Et donc, quand il y a perméabilité intestinale, les choses commencent à potentiellement se dérégler un peu. Ça induit de l'inflammation, donc c'est le deuxième levier, on va dire. Et puis quand il y a de l'inflammation, il y a du stress oxydant. Et en fait, le stress oxydant va agir sur le corps en entier, en faisant vieillir nos cellules un peu plus vite, et puis aussi sur le microbiote intestinal, en étant défavorable aux bactéries dominantes de l'intestin qui, elles, sont adaptées à un environnement sans stress oxydant, même sans oxygène, en fait, hein, avec ce qu'on appelle un potentiel redox négatif. Et donc, c'est un cercle vicieux qui peut s'installer, c'est une boucle de rétroaction qui peut faire en sorte que si les choses se dérèglent, elles peuvent s'auto-entretenir dans une situation déréglée, et on n'exclut pas aujourd'hui, et on commence à le documenter scientifiquement, que dans les maladies chroniques, on a ce dérèglement. Alors là, je ne parle que de l'intestin, mais en réalité, comme on l'évoquait pour le cerveau, s'il y a des règlements au niveau intestinal, le corps va être un petit peu inondé de tout un tas de signaux moléculaires qui viennent de ce dérèglement et qui peuvent aller jusque dans les organes à distance, et y compris le cerveau, pour perturber le fonctionnement des organes. C'est un des moyens qu'utilisent nos défenses naturelles pour nous préserver de ou nous débarrasser de l'invasion de pathogènes. C'est-à-dire que nos cellules de l'immunité, notamment les macrophages, elles vont produire en quantité des oxydants qui vont directement altérer la matière vivante autour d'elles. Et voilà, ça peut être un moyen de réparer des tissus abîmés, d'enlever les cellules mortes, mais ça peut être aussi un moyen d'éliminer les bactéries intestinales. Et par contre, c'est un petit peu bombe atomique comme mécanisme, c'est-à-dire que ça va jouer aussi par effet secondaire sur plein de cellules et d'éléments vitaux autour, dont le microbiote intestinal
qui va se faire un petit peu chahuter quand il y a de l'inflammation au niveau de l'intestin. Alors, quand il est fragilisé, justement, cet intestin, quand il est déséquilibré, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rééquilibrer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le restaurer? De quoi raffole notre microbiote? Comment on peut en faire notre meilleur ami, en fait, puisqu'il est Mhm. si essentiel? Et si on veut nourrir nos microbes, il faut leur apporter des fibres et les rapporter les fibres en diversité en termes de structure moléculaire parce que ce n'est pas les mêmes qui dégradent la cellulose, l'amidon résistant, les pectines, les xylanes, les bêta-glucanes, tout un tas de composés qui sont des composés complexes de la matière végétale. Donc, comment dire, le motto que je fais passer en ce moment quand j'ai l'opportunité, c'est de dire que le programme national de nutrition santé nous a dit 5 fruits et légumes par jour. Et c'est bien, c'est vraiment important. Ça permet d'essayer d'atteindre les 30 grammes de fibres par jour qu'on devrait normalement consommer. Mais je pense que c'est bien de se dire aussi, tiens, si j'arrivais à faire 25 fruits et légumes différents par semaine, bah, ça m'obligerait à diversifier vraiment mes apports et ce serait sympa pour mes microbes. Donc ça, c'est le volet, je joue sur mon microbiote intestinal directement. Et puis indirectement, on peut jouer énormément en fait. On peut jouer indirectement sur le microbiote intestinal en préservant la perméabilité, en préservant de l'inflammation et en préservant du stress oxydant qui vient avec l'inflammation. Et les leviers qu'on a par rapport à ça, c'est par exemple les acides gras insaturés, oméga 3, qui, alors c'est les poissons gras, comme on dit, et puis des huiles comme le colza ou le tournesol. Et ça va préserver la perméabilité intestinale ou l'imperméabilité intestinale et lutter contre l'inflammation. Donc, ça va protéger finalement la symbiose. On peut agir sur l'inflammation à travers donc des composés de l'alimentation. La glutamine joue sur l'imperméabilité aussi parce qu'elle nourrit nos cellules au niveau de la paroi intestinale. Et puis il y a des bactéries vivantes en fait, des probiotiques de l'alimentation qui, quand on les apporte, vont, pour certains, c'est variable énormément entre les souches microbiennes, et puis c'est variable aussi en fonction de l'individu et de son microbiote intestinal qui va être plus ou moins permissif. Mais ça nous apporte des fonctions protectrices vis-à-vis de l'inflammation notamment, au point que il y a des probiotiques en parapharmacie maintenant qu'on peut trouver et qui sont pas inintéressants, mais à tester parce que tout le monde ne répond pas de la même façon. Et puis à l'autre bout des leviers du côté humain, il y a le stress oxydant. Et pour gérer le stress oxydant, en fait, les composés polyphénols dont on a parlé tout à l'heure, les aromatiques de l'alimentation sont vraiment intéressants. Ils sont à la fois anti-inflammatoires pour certains, et puis presque pour tous en fait antioxydants. Donc ils vont capter les petites molécules agressives qui sont produites au moment où il y a de l'inflammation. Merci Joël, c'est très clair. S'il fallait faire un menu ami du microbiote, un menu de déjeuner ami du microbiote type et un menu vraiment ennemi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que vous Oui, serviriez le côté ennemi est important parce qu'effectivement, on peut se dire, tiens, il va falloir préserver tout ça. L'alimentation est un levier de la prévention, en fait. que vous serviriez à vos invités du coup là? Voilà, donc je servirai une entrée crudité et en ayant au moins 3 couleurs différentes dans l'assiette. Et puis ensuite, alors je pense que j'oserais servir un repas végétarien en fait, parce que je pense qu'on a intérêt, et c'est plutôt le côté négatif, à limiter au maximum la viande rouge, qui n'est pas néfaste en soi, mais qui apporte du fer dans l'alimentation. Et ben, on a maintenant, aujourd'hui, plus besoin de démontrer les impacts que ça a. Alors, nos collègues épidémiologistes de la nutrition nous font des démonstrations sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'individus et nous disent la relation entre la viande rouge et le risque de cancer est plus à démontrer, quoi. C'est vraiment très, très fort comme signal. Et donc, du coup, bon, voilà, j'irai jusqu'à proposer une alimentation végétarienne avec quelques légumes. Encore une fois, je jouerai sur la variété, c'est-à-dire que je pense que si on mange que des pommes de terre tout le temps, bah, finalement, on n'apporte que de l'amidon, donc on ne va pas nourrir la richesse des microbiotes intestinaux qui sont capables de dégrader les fibres, donc je jouerai là-dessus. Et puis, je pense que je privilégierai un apport en parallèle
de légumineuses. Donc, ça peut être des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être des haricots ou des lentilles corail qui sont assez sympas à mettre avec un petit curry, par exemple. Donc, voilà. Et puis, sur la partie dessert, enfin, je pense que j'irai sur des fruits, en fait, une salade de fruits ou quelque chose comme ça. Ça évite d'avoir des apports de sucre rapide un peu trop massifs, en fait. Et donc, ça aussi, c'est plutôt pro-inflammatoire. Donc j'éviterai les sucres rapides et j'irai sur des fruits qui apportent à la fois les sucres et les fibres. Et du coup, ça fait que les sucres rapides sont consommés plus lentement et c'est mieux pour notre microbiote et surtout pour notre symbiose. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait pour être sûr de tomber malade. Le menu est vraiment ennemi du microbiote. Allons-y, allons-y. Je pense que en fait, on vit dans des mondes, en fait, dans des sociétés modernes où ce qu'on peut faire de pire, c'est l'excès dans nos habitudes, dans nos modes de vie. On a des collègues qui parlent de transition nutritionnelle. Donc, c'est ce qui a fait que, à travers, il y a quelques générations, hein, mais on est passé d'une alimentation où on avait plus de 40 grammes de fibres par jour à autour de 15 à 17 en moyenne en ce moment en France, alors que la recommandation est de 30. Et puis où on a ajouté énormément de composés rapides, sucrés, de graisses, etc. Et donc, pour moi, le régime le plus néfaste, il est simple, hein, c'est le trop gras, trop sucré, c'est aussi les toxiques, trop d'alcool, trop de tabac, c'est trop de stress psychologique aussi finalement, hein. On en a parlé un petit peu sur la relation intestin-cerveau, du cerveau vers l'intestin, mais trop de stress psychologique, en fait, ça agit assez vite sur la production d'une hormone de stress qui est le cortisol. Et un des effets du cortisol assez immédiat, c'est de faire de la perméabilité intestinale. Donc, on voit que tout est lié. Et stress psychologique égale début de dérèglement de la symbiose. C'est trop d'agresseurs chimiques environnementaux. Du coup, de ce point de vue-là, on a un petit peu envie de conseiller pour le repas de tout à l'heure du bio, si on peut. Et puis le pire du pire, c'est de cumuler les trop, quoi. Donc, du coup, si on, si on sursature un petit peu notre système biologique par ces trop pleins de composés pas sympas, du coup, on va le détériorer assez vite, en fait, potentiellement. Merci beaucoup, Joël. Je vous propose de continuer à parler des piliers de l'équilibre, mais en rajoutant des paramètres. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est de respirer. Ensuite, il tète le sein de sa mère, puis il dort et élimine ce qu'il a ingéré. Est-ce qu'on peut dire que la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination sont les lois de base qui nous permettent à nous, les hommes et femmes, que nous sommes, d'aimer, de penser, d'agir, de vivre? Pour vous, quels sont les piliers de l'équilibre, de la santé, de l'énergie? Alors, je pense que l'énergie est sûrement un mot-clé majeur, en fait, hein. On maintient son niveau d'énergie qui permet donc l'expression de nos fonctions vitales en gérant les entrées et les sorties des composés. La vision simple dans l'obésité, c'est un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Le dérèglement de la symbiose va venir assez vite derrière tout ça. Mais c'est la gestion de cette énergie qui nous permet de vivre, en fait, hein. Alors, du coup, forcément, les éléments comme la respiration, l'alimentation, le sommeil, c'est cette gestion d'entrée-sortie avec et l'élimination, c'est la gestion de ces entrées-sorties. Le sommeil, c'est un petit peu différent. Je pense que ce que nous dit, c'est pas mon domaine, hein, mais ce que nous disent les experts, c'est qu'il nous permet de bénéficier des apports qu'on a glanés dans la phase de veille, à la fois psychologique et physiologique, et sûrement de capitaliser sur ces apports intellectuels et émotionnels également. Et donc, je pense que c'est comme ça que le sommeil va être un pilier majeur. Comment est-ce qu'on peut traiter son corps aussi bien que sa voiture? Et voilà, les gens dans leur voiture, ils la traitent bien, ils l'emmènent chez les Fonds Bleus, au car wash, ils mangent chez Speedy, etc. Qu'est-ce qu'il faut donner comme carburant à son corps? Comment l'entretenir correctement, sachant que chacun, après tout, est différent? Oui, Pour contrairement aux machines, on est tous différents.
en fait. Et donc, c'est un point majeur. On est des systèmes complexes. D'ailleurs, la science a encore du mal à modéliser et comprendre dans le détail comment on fonctionne. Mais il y a une part importante d'analogie entre individus qui fait qu'on peut proposer des recommandations globales. C'est un peu ce qu'on a fait à travers la définition d'un repas. Mais dans le détail, y compris dans l'efficacité des traitements de la médecine ou l'efficacité des compléments alimentaires, par exemple, qu'on peut souhaiter ingérer, bah, les choses se compliquent quand même pas mal et il peut être utile pour chacun de faire ses propres essais-erreurs pour trouver ce qui marche bien. On est dans l'empirisme, mais on est dans l'empirisme parce que bah, finalement, soit la société ne nous renseigne pas sur comment ça marche et comment ça marche avec toi, mais pas avec quelqu'un d'autre, soit le seul moyen qu'on ait de s'en sortir, c'est effectivement de tester avec notre propre symbiose, c'est-à-dire voir si notre microbiote va être réceptif ou pas, les différents outils qu'on peut imaginer mettre en œuvre pour faire que la machine marche mieux ou très bien. Merci beaucoup. On dit qu'on a 4 corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et que ces 4 briques doivent communiquer entre eux. On dit aussi que l'énergie est descendante, ça va du spirituel vers le mental, vers l'émotionnel, le physique. Sur lequel de ces 4 corps notre alimentation, pour vous, agit-elle? Alors, physique, émotionnel, mental, spirituel, je pense avec conviction et certitude, je dirais qu'elle agit sur le physique, sur l'émotionnel et sur le mental. J'ai envie de croire qu'en favorisant l'esprit sain dans un corps sain, en fait, l'alimentation agira aussi par extension sur le corps spirituel, en fait, quoi. L'alimentation sous toutes ses facettes, y compris d'ailleurs le jeûne, dont on commence à documenter un peu les bienfaits sur la symbiose, peuvent agir sur, euh, sur notre moi spirituel, je pense. Merci beaucoup. Fier et indompté est l'esprit de l'homme, dit Lao Tse, le temps d'incliner la tête et de la relever. Il est allé jusqu'au fond des 4 océans et en est revenu. Quand notre esprit est agité, que nous avons du mal à nous concentrer, que faire? Comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien? Est-ce que la respiration et la méditation, par exemple, ou entre autres, peuvent avoir des bénéfices ici? Oui, enfin oui, c'est avec certitude. Je sais qu'ils sont bénéfiques à la préservation de ma symbiose, en fait, hein. On a évoqué stress égale cortisol, égale perméabilité intestinale, égale fragilisation de la symbiose. Et donc, gérer le stress par la méditation, par le yoga, par n'importe quel exercice que chacun arrivera à trouver pour lui qui marche bien, va pouvoir agir. Et bon, c'est pas intuitivement complètement évident, effectivement, quoi, qu'on va pouvoir agir par la méditation sur son microbiote intestinal. Et pourtant, moi, je suis convaincu que c'est un point. Donc, elle est souvent, la méditation en particulier, quoi, vue comme un outil peut-être un peu ésotérique ou difficile d'accès. En fait, je pense que sans viser l'élévation à un niveau supérieur de conscience, il est possible d'intégrer dans son quotidien des moments de respiration pour garder au top sa vigilance, en fait. Et donc, sans même penser qu'on va être en train de gérer sa perméabilité intestinale ou son microbiote, c'est un moyen d'agir pour moi, mais c'est vraiment une question personnelle, quoi. Les transitions d'une tâche à une autre sont des moments de choix pour ça. Et donc, j'essaye de prendre conscience un petit peu de cette espèce de flot de pensée qui assaille en permanence et puis de recenser en laissant passer tous les remous intérieurs, de recentrer un petit peu sur l'essentiel. Et bon, je pense, enfin, honnêtement, je suis un adepte et assez convaincu que ce faisant, on va se prémunir d'un trop-plein de stress qui est quand même un peu facile à déborder au quotidien dans nos vies actuelles, quoi. Donc pour vous, c'est un petit rituel, la méditation, et vous en Bah faites alors, une utilité voilà, quotidienne. j'en ai fait pendant un certain temps un vrai rituel quotidien où je passais 20 minutes, une demi-heure, une heure. Aujourd'hui, j'essaye plutôt d'en faire une permanence. C'est-à-dire que j'ai des moments de vigilance où je me dis, tiens, je suis encore en train de me faire déborder par ces pensées et j'en ai pas besoin, c'est pas ça mon moment. Mon moment, c'est et je concentre et je recentre sur le besoin du moment. S'il fallait donner 5 conseils pour prendre soin de son organisme en général ou de son bien-être et sa santé, quels seraient ces 5 conseils?
D'accord. Bah, en fait, mes travaux ont pendant longtemps assez peu influencé mon mode de vie. J'avais quelquefois des gens qui me demandaient, mais alors du coup, avec ce que tu apprends, tu dois agir, manger, bouger différemment. Euh, Depuis 10 à 15 ans, c'est vrai, mais avant, ça l'était pas en fait. Et je suis microbien, je suis symbiose et je me soigne en fait, j'ai envie de dire quoi. Et donc mes conseils iraient dans ce sens. Donc, bah, c'est d'abord bien nourrir sa symbiose, quoi. On l'a vu en variant les plaisirs. C'est évoluer dans un environnement serein. Donc, bah, ça dépend beaucoup de nous, en fait, hein. Donc, on vient d'en parler. On a besoin de limiter ou de gérer le stress. Ça joue sur l'intestin en direct et par ricochet sur la symbiose. C'est bouger avec son corps, pas forcément en faisant un sport intensif, mais bouger, c'est aussi pas mal pour gérer le stress et c'est marcher, courir, rouler, Ouais. nager, peu Faire de importe, l'exercice physique. Ouais. faire de l'exercice. Alors, le quatrième, c'est, j'ai envie de dire, faire pousser des plantes, en fait, pour donner une vision assez simple. C'est-à-dire, c'est quelque part être pas trop loin de la nature et ça peut être faire un jardin et du coup faire des choses qui se mangent, mais pas nécessairement, en fait, hein. Je pense que euh, vivre au milieu d'eux et s'occuper de plantes, c'est assez intéressant en fait en termes de gestion de l'environnement. On va être ambitieux pour le dernier, on va dire changer le monde en fait quoi. On va se donner comme objectif et je pense que on en a tous plus ou moins envie, plus ou moins besoin et puis on a tous plus ou moins une petite idée de ce qui pourrait changer, ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Et donc juste le petit bémol, c'est il faut y aller par touche dosée à notre portée, quoi. Il ne faut pas s'en faire un tel objectif que ça devient une source de stress. Contribuer à sa mesure, en fait, c'est ça? C'est Voilà, exactement, s'impliquer, exactement. pour la communauté, servir, Voilà, par petites une touches et cause utile aux autres et ouais, tout en complètement. restant qui reste à portée de main, en fait. Ouais. Voilà, exactement. C'est apporter sa petite contribution. Et alors, à l'inverse, 5 choses à faire pour être certain de tomber malade, on va dire, et d'être Ouais, en sans, mauvaise sans santé. rater, ouais. Donc, le plus simple, c'est d'en faire trop, comme on a dit, hein, en fait. C'est vraiment ce qu'on a évoqué. Donc l'alimentation va jouer, l'environnement va jouer, c'est trop de gras, trop de sucré, trop d'alcool, trop de tabac, trop de stress, trop de toxiques de l'environnement ou de chimie. Et puis c'est rajouter du trop, quoi. Gaieté, rire, simplicité, que vous inspirent ces mots? On a besoin de ça. Alors ça se rapproche certainement de l'aspect l'aspect sérénité et low stress qu'on a évoqué. Mais au-delà de ça, on a besoin de rire, c'est-à-dire de ressentir ces éléments de positif à l'intérieur de façon tellement intense on les exprime en vibrant, quoi, en vibrant fort. Et je pense que ça joue pas mal sur, sur ce qu'on est dans tout notre corps, quoi, y compris dans la relation qu'on a avec nos microbes au quotidien et à tout moment. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, Joël? Trois valeurs essentielles. L'altruisme, c'est-à-dire, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, mais c'est œuvrer pour le bien ou pour le mieux pour les autres. Et je pense qu'on a tous un peu envie de ça, mais pour moi, ça compte vraiment beaucoup. En deuxième, je mettrais, alors ça va être un petit peu, il faut que j'explique, mais le respect, c'est-à-dire le respect très étendu de l'autre, le respect de la nature, mais aussi à travers mon boulot, en fait, je contribue au développement de ce qu'on appelle les standards, les normes, la façon de travailler pour que le résultat qu'on apporte soit rigoureux, fiable, reproductible. Et en fait, j'englobe en fait dans ma vision du respect cet aspect-là, c'est-à-dire il faut qu'on soit rigoureux parce que ça facilite la comparaison des données et donc dans mon métier la construction réelle du progrès en fait, quoi. Et puis une dernière valeur, je dirais sobriété. Sobriété au sens où il faut vraiment qu'on se demande comment faire pour se suffire du nécessaire, quoi. En sciences ou en mathématiques, on dit nécessaire et suffisant. Bah, je pense que c'est un souci important à avoir aujourd'hui. Sobriété heureuse. Sobriété heureuse, bien sûr.
Sobriété au sens où on n'a pas besoin de tous ces trop dont on parlait comme plutôt des éléments dévastateurs et promoteurs de dérèglements et de maladies, quoi. Hmm. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé? Euh, alors avec ce qu'on vient de dire, Pierre Rabhi, par exemple, euh, je le lis et je suis assez fasciné par à la fois par l'esprit, mais aussi parce que il a fait de concret, quoi, en fait, pour changer le monde. Donc du coup, ça doit être quelqu'un d'assez fascinant à entendre. Si je me contente pas d'une seule personne, je pense que j'aimerais bien aujourd'hui discuter avec un des experts du GIEC, par exemple. Et puis j'écoute pas mal en fait les conférences de Jean-Marc Jancovici. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien discuter aussi. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude? À qui avez-vous envie de dire merci? Euh, je dois pas mal de merci à mes parents. Ça va être banal, mais pour une raison assez importante, c'est que ils m'ont aidé à construire une confiance en moi qui m'a incroyablement aidé dans mon parcours en fait, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu aux États-Unis, de revenir en France et de revenir avec un bagage qui n'était pas le bagage du moment en fait que les gens avaient. Donc la possibilité de faire un pas important. Et du coup, oser finalement dire, bah non, c'est vers là qu'il faut aller quand on est en début de carrière, on le doit à la confiance qu'on a construite en soi à travers son parcours. Et je pense que le parcours précoce a compté beaucoup. Alors en même temps, je dois aussi euh, des remerciements à, j'ai envie de dire, Philippe, Michel et Gérard. C'est mes premiers patrons, en fait, dans mon institut, l'INRAE, parce que non seulement j'ai eu ce que je considère comme une chance inouïe de faire toute ma carrière sur le même objet de recherche et donc de construire, moi, ma connaissance et un peu ma visibilité aussi, mais j'ai eu d'emblée leur confiance alors que moi, je les poussais un petit peu en dehors de leur zone de confort quand même. Et sans ça, je pense que ma carrière n'aurait pas eu tout à fait la même couleur, quoi. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien, puisqu'on part tous de quelque part? En fait, je sais plus faire l'abstraction de l'aspect climat, quoi. Donc, on parle beaucoup climat en ce moment, et parmi les leviers majeurs sur lesquels chacun de nous peut agir, il y a l'alimentation, donc les deux se rejoignent. On peut tous contribuer assez facilement. Et pour ce qui est de l'alimentation, en fait, le levier fort, c'est que euh, on, on a des systèmes de production agricole et pour l'élevage notamment, qui font que on brûle beaucoup de la planète en consommant de l'animal. L'animal consomme le végétal et donc du coup il y a une perte d'énergie incroyable dans ce processus. Il consomme énormément d'eau, donc il y a une perte d'eau qui est aussi une richesse importante sur la planète et donc diminuer sa consommation de composés d'origine animale, pour moi, c'est un moyen tellement simple d'agir sur et pour la planète que voilà, je le conseille vraiment. Et ça consiste à relier l'utile pour notre symbiose à l'utile pour la planète, quoi. L'écologie, ça commence par l'écologie de soi, quoi. L'écologie Oui, de la planète, ça commence par l'écologie de soi, le rapport à soi-même et aux autres. et enfin les deux marchent ensemble en fait, quoi. Ouais. Exactement. Mm. Donc, la nature de nos relations aux autres sont essentielles. La nature de nos relations aux autres, à la nature, la vision de l'impact qu'on a finalement, on parlait de sobriété heureuse, la vision de l'impact qu'on a sur notre environnement, sur la planète est vraiment importante, quoi. Elle doit un petit peu conditionner notre vision et notre vie. Hmm. Merci beaucoup, Joël. Joël, pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? Un jour, mon premier fils m'a dit que je devais avoir atteint mon ikigai. L'ikigai, c'est une notion japonaise, en fait, et moi, j'ai un peu creusé le concept, du coup, et j'ai compris que ça correspondait à une situation où on se réalise, à titre personnel, en servant la société. Donc, on combine à la fois soi-même et l'utilité. Et puis, on est rémunéré, on est gratifié pour apporter un savoir-faire personnel.
utile, pas forcément unique, hein, mais utile. Et donc, effectivement, cette prise de conscience, pour moi, elle a été assez intéressante. Et ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que je ne l'ai pas cherché en tant que tel, c'est-à-dire que j'ai appris à connaître ce concept-là au moment où mon fils m'en a parlé, mais ça n'avait pas été un objectif de ma vie. Je n'ai pas de grande certitude sur la question. C'est vraiment pas un attaque que j'ai recherché, mais sûrement, pour moi, c'est un peu ça, quoi, que d'être un héros de ma propre vie. C'est d'avoir abouti à cette situation où je combine un petit peu tout un tas où j'aligne un petit peu tout un tas de planètes. Pour vous, Joël, qu'est-ce que la force d'âme? Justement, je pense que c'est peut-être ce qui pousse résolument à œuvrer, à agir pour les autres, quoi, en fait. C'est-à-dire à travers ce qu'on fait au quotidien, à travers des petites actions, et puis aussi, quand on peut, si on peut, à travers de l'apport de vision, de connaissances. Et donc, j'ai vraiment énormément de chance, en fait, d'avoir pu avoir le parcours que j'ai eu de chercheur dans un domaine où c'est assez fascinant, finalement, de pouvoir s'éclater dans son quotidien, dans sa vie professionnelle qui compte beaucoup et qui représente beaucoup de temps, et puis en même temps d'être dans une situation où ça peut effectivement contribuer à apporter un petit peu de mieux à la société. C'est peut-être dicté par nos microbiotes, hein, en fait. Non, c'est oui, cette force qu'on a et qui nous dit voilà, vas-y. Et qui est intérieur. Il va donner et qui est intérieur. Ouais. Merci beaucoup, Joël. Voilà, on a Merci terminé. Marc. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.